Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, mon invité est une maman de 4 enfants, dont Adrien, un jeune homme brillant, à haut potentiel intellectuel, ultra sensible, passionné de musique, d'origami, de jeux vidéo et d'aéronautique. Adrien s'est suicidé en 2018 à l'âge de 25 ans. Marie de Jauregui-Berry a écrit un livre témoignage bouleversant qui s'intitule « Après l'hiver vient toujours le printemps » que vous pouvez trouver aux éditions MAM. En fait, on parle insuffisamment du suicide des jeunes. Alors depuis quelques mois, on va dire ces dernières années, le sujet est un peu plus présent dans les informations dans le cadre de harcèlement scolaire, mais le sujet du suicide des jeunes fait peur et reste encore trop tabou. Alors même qu'en France, c'est la deuxième cause de mortalité des 15-24 ans et la première chez les 24-35 ans. Nous allons parler d'Adrien, de harcèlement scolaire, d'enfants à haut potentiel intellectuel, du mal-être et du suicide des jeunes, mais aussi d'amour, de passion, d'alliances thérapeutiques et de questionnements existentiels. Pour que l'information circule, partagez cet épisode. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Je suis ravie d'avoir l'occasion de proposer cet épisode avec vous sur un sujet on ne peut plus sensible et tellement d'actualité, on va en reparler. Comme je le disais dans la présentation, vous êtes maman de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Adrien était le deuxième de la fratrie et il s'est suicidé à 25 ans le 24 juillet 2018. Suite à son suicide, vous avez écrit un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée et qui retrace l'histoire de votre fils. Vous revisitez aussi votre chemin de vie commun, en fait, de sa naissance à sa mort, et vous parlez de votre cheminement durant votre deuil et des ressources que vous avez trouvées pour continuer à vivre. Je vous propose de commencer par parler d'Adrien. Adrien, vous dites que c'était un enfant la tête dans les étoiles, un funambule hypersensible, et vous dites très délicatement qu'il était sur la crête de la vie. Pouvez-vous nous raconter sa naissance et quel petit garçon il était ? Alors, qui était Adrien ? Quel petit garçon était-il ? C'était un enfant très facile, très doux, doté d'une grande capacité d'observation et d'intense curiosité. Dès qu'il a pu s'asseoir, son premier terrain de jeu favori a été la nature. Il était captivé par les fleurs, par les insectes. Et à la maison, même avant de maîtriser le langage, il pouvait rester concentré pendant des heures, et particulièrement sur des puzzles. Alors, il nous a fallu en acheter beaucoup. On lui mettait une pile de puzzles et il les réalisait extrêmement vite. Et puis, il s'est mis à fabriquer des origamis, et avec une faculté de précision incroyable. À partir de l'âge de 3 ans, on s'est retrouvé avec un petit enfant qui nous posait beaucoup de questions existentielles et qui nous émerveillait et nous fascinait parce qu'il avait des prédispositions incroyables de raisonnement, et puis il avait aussi un langage très précis. Donc je me souviens très bien d'une de ses premières réflexions dont je parle dans le livre et qui a été à l'origine du titre du livre. Alors, dans son langage d'enfant, ça donnait « Tu sais maman, après l'hiver, c'est toujours le printemps. La vie ne s'arrête jamais. » Quelle lucidité, quelle conscience pour un si petit bout de chou. En fait, Adrien avait une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle.
une capacité de résonance avec son environnement qui était formidable parce que il nous faisait vibrer. C'était extrêmement communicatif. Mais c'était tellement naturel que nous n'avions pas compris qu'il était aussi sensible. Et à l'époque, nous ne comprenions pas l'expression de ces angoisses qui nous semblaient vraiment démesurées. Et c'était pourtant, a posteriori, ce que j'ai découvert, celle qui était décrite par le psychologue Ludwig Janus, c'est-à-dire pour Adrien, la peur d'une masse d'eau. Alors, une piscine, un fleuve, quand il était au bord de la mer, même à 200 mètres, prendre un train, entrer dans un tunnel, une grotte, et même pendant de longues années, monter dans un ascenseur. D'ailleurs, pour l'anecdote, il était monté en haut de la Tour Eiffel à pied. Vous parlez d'ailleurs des conditions de sa naissance qui pourraient l'avoir impacté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La veille de la naissance d'Adrien, j'étais allongée depuis 3 mois pour ne pas risquer d'accoucher prématurément. Et j'ai ressenti très mystérieusement des angoisses très pénibles, mais que je ne comprenais pas. D'autant que pour la naissance de ma fille, Marine, avant, j'étais au contraire très, très relax. Donc voilà, ce sont ces angoisses qui m'ont amenée le lendemain à aller à la maternité où la gynécologue a préféré faire un enregistrement du cœur du bébé et effectivement, le tracé n'était pas normal, ce qui montrait qu'il y avait une souffrance fœtale. Donc l'accouchement a été déclenché et Adrien est né avec 4 tours de cordon bien serrés. Alors moi, j'étais toute à la joie de sa naissance, hein. Une naissance, c'est un miracle. Et le miracle de la vie, et j'ai oublié qu'Adrien avait peut-être souffert. Le psychologue Ludwig Janus, que j'ai écouté donc bien des années plus tard après le suicide d'Adrien, m'a ouvert à une réalité que je ne soupçonnais pas. Les souffrances périnatales des bébés, en fait, peuvent être bien réelles et effectivement être à l'origine d'angoisse chez les enfants. Et on sait maintenant, et c'est reconnu, qu'il est très important de raconter à ces nouveau-nés les circonstances de leur naissance, car ils entendent et comprennent le sens émotionnel porté par les mots. Ce sont des informations très précieuses que vous venez de nous partager. Alors Adrien, c'était un de ces enfants ultra sensibles au potentiel intellectuel. Est-ce que ça va toujours ensemble, cette hypersensibilité et l'aspect HPI? Et aussi, en fait, HPI, c'est un acronyme qui est mal connu ou qu'on utilise sans vraiment savoir ce qu'il nomme. Qu'est-ce qu'il signifie, en fait? Oui, alors que signifie HPI? Je vais essayer de l'illustrer par l'enfance d'Adrien. À 6 ans, par exemple, Adrien nous semblait très énigmatique parce que d'un côté, il avait des fulgurances dans certains domaines et de l'autre, il pouvait aussi être maladroit, comme par exemple au tout début dans sa petite enfance au niveau de la marche. Et puis au début des apprentissages, par exemple en CP, bah, Adrien, pour l'institutrice, paraissait paresseux, rêveur, peu enclin à se mettre au travail quand il refusait pas tout simplement en fait de travailler. Si je prends un autre exemple, en petite section de maternelle, son institutrice pensait carrément qu'il était très en retard. Parce que elle lui avait donné un puzzle de 5 pièces à faire, d'autant que moi je lui avais dit incidemment dans une conversation, voilà, de façon très banale, bah, Adrien aime beaucoup les puzzles. Et quelques mois plus tard, donc, il m'avait répondu, mais madame, votre fils ne sait même pas faire un puzzle de 5 pièces. Et en fait, j'ai compris seulement a posteriori, avec horreur et affolement, bah, que, en fait, Adrien, il y avait un écart entre ce qui se passait à la maison et à l'école, puisqu'à la maison, il faisait déjà des puzzles de 30 pièces. Donc, en fait, ce sont, je dirais, beaucoup les plaintes des institutrices, de certaines, pas toutes, qui nous ont amenés à nous interroger et donc à lui faire passer un test d'intelligence pour mesurer son quotient intellectuel. Et à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que nous avons découvert qu'Adrien
finalement, avait un bien plus haut potentiel intellectuel que les enfants de son âge. Et c'est pour ça, en fait, qu'on les appelle HPI, haut potentiel intellectuel, mais à l'époque, on parlait plutôt d'enfants précoces. Et qu'est-ce que cette intelligence dite supérieure recouvre? En fait, ce sont des enfants qui ont une intelligence différente, mais avec un mode de raisonnement beaucoup plus rapide. Vous voyez, ils photographient une carte du monde et ils ont déjà acquis très rapidement toutes les connaissances, là où un enfant va devoir étudier pays par pays, océan par océan. Eux, ils n'ont pas besoin du par cœur parce que cela les ennuie profondément. Ils ont beaucoup plus de besoin de comprendre et de donner du sens, en fait. Mais ils sont en décalage avec les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, qu'ils vont pas à la même vitesse, et aussi parce qu'ils ont un décalage ils peuvent avoir de gros décalages à l'intérieur d'eux-mêmes. D'abord, ils ont du mal à acquérir le sens de l'effort parce que tout va très vite. Euh, Ils ont surtout besoin qu'on réponde à leurs questionnements. Et puis, ils sont pas toujours très équilibrés en fait. Ils sont pas toujours bons partout. Si on prend le cas d'Adrien, il était excellent en logique, mais vous voyez, il n'a pas appris à lire tout seul. Contrairement au stéréotype, l'idée qu'on se fait de l'enfant HPI, Oui, c'est vrai. ben non, certains n'apprennent pas à lire avant le CP. Vous écrivez que l'accompagnement d'un enfant HPI pendant les années de primaire vous a conduit d'un cabinet médical à l'autre. Et c'est vrai qu'à l'époque, personne n'en parlait, mais vous avez quand même pu rencontrer une personne clé qui est Olivier Revol, pédopsychiatre, et qui a été un des premiers à s'intéresser aux enfants précoces. Lui parle d'enfants sentinelles. Pourquoi? En fait, ils sont hyper beaucoup de choses. Ils sont hyper empathiques, hyper intuitifs. Ils ont une capacité beaucoup plus rapide à ressentir, voire analyser, comprendre les informations. Et en fait, ils sont un peu en avance. Ils ont toujours un coup d'avance sur les autres. Et donc, ils peuvent donner l'alerte. Encore faut-il qu'ils soient entendus. Voilà. Et ce sont justement ces enfants-là qui nous alertent sur les questionnements relatifs au sujet, par exemple, du dérèglement climatique, de la violence, de la guerre, ou sur des questions politiques qui ne sont pas au service, en fait, du bien commun et de l'humain. Hmm. Et quand leurs questionnements ne sont pas entendus, eh bien, ils peuvent devenir un peu désenchantés, vous voyez. Ils peuvent avoir du mal à donner du sens, en fait, à leur vie. Et c'est bien leur hypersensibilité, d'ailleurs, qui n'est pas seulement, je dirais, limitée aux enfants HPI, hein, mais ils font partie des hypersensibles. Ils sont des éponges émotionnelles. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont peut-être plus de prédisposition. Mais attention, pas tous, hein, mais certains à peut-être avoir des idées suicidaires, en tout cas à faire les montagnes russes, ça c'est certain. Est-ce que ces enfants ont conscience de leurs différences? Olivier Revol affirme que ses enfants comprennent très tôt qu'ils sont différents des autres, et, et nous on a bien vu qu'Adrien ne se retrouvait pas avec les mêmes centres d'intérêt que les enfants de son âge. Il avait horreur du foot, et le foot est pourtant un vecteur d'intégration important dans la cour d'école. Du coup, est-ce que c'était lui qui se plaçait à l'écart? Est-ce que c'était les autres? Ben, peut-être un peu des deux. Hmm. Et ce décalage, en fait, ben, du coup, je dirais, elle a un peu sorti du cercle par moment de la famille ou même de ses cousins. Et je crois que parfois, il préférait même avoir des activités seul, bien qu'il aimait beaucoup être avec des adultes à l'époque parce qu'il avait à ce moment-là une possibilité de profondeur d'échange qui était beaucoup plus riche. Alors vous racontez que sa scolarité allait plutôt bien jusqu'au CM2 et puis il y a eu le collège et le lycée et là ça a été un tournant, une fracture même puisque dès la 6e et pendant 3 ans, Adrien a été victime de harcèlement à tel point que ça a détruit sa confiance en lui.
Ça a été en fait un véritable traumatisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous, comment l'avez-vous découvert? Et quel impact ce harcèlement a eu sur la suite de sa vie? Ça s'est très mal passé. En sixième, il avait deux amis HPI comme lui, donc je pense que euh, ils étaient déjà harcelés, mais ils n'étaient pas seuls, ils n'étaient pas isolés. Et ces deux amis sont partis, ce que nous n'avons pas su. Nous n'avons pas non plus su à l'époque qu'ils étaient harcelés. Et donc à ce moment-là, Adrien s'est retrouvé finalement très seul. Et jusqu'en quatrième, finalement, il a été confronté aux moqueries, aux mensonges et à l'isolement. Et il semblait alors proche d'un camarade de classe, euh, avec lequel il aimait écouter des sketchs d'humoristes. Mais ce garçon, lors d'un passage à la maison, en fait, est sorti de table et parti rentrer chez lui, mais avec le MP3 d'Adrien sans le lui dire. Alors, sa maman a été, j'avoue, très chouette parce qu'elle nous l'a rendu. Mais à partir de ce moment, en fait, ce garçon n'a eu de cesse d'humilier Adrien, essayer de l'isoler, enrôler les autres pour lui faire des méchancetés. En fait, il a eu droit à toutes sortes de vexations, de brimades. On lui abîmait ses affaires. Donc, en fait, de nombreux enfants sont rentrés dans la danse. Et parce que ce garçon aussi manipulait les autres, jusqu'au cousin d'Adrien, qui s'est également détourné d'Adrien à ce moment-là, ce qui a beaucoup fait souffrir Adrien. Donc, je crois que l'exclusion est quelque chose de grave, en fait. Oui, c'est l'une des caractéristiques du harcèlement scolaire, hein, cet isolement de l'enfant, de la victime, parce qu'on parle bien de victime. Et est-ce qu'il y a des signaux qui vous ont alarmé? Parce que il faut rappeler hein, qu'on est à ce moment-là au début des années 2000 et qu'on ne parlait pas du tout de harcèlement ni d'hypersensibilité. Donc vous n'étiez pas informé en tant que parent. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, on n'a rien vu venir, en fait. Euh, Si ce n'est que, bon, moi, je voyais bien quand même, je savais qu'Adrien avait du mal à s'intégrer, ça c'est certain. Euh, mais de là à subir de tels sévices, non. Ça, en fait, on peut pas l'imaginer. Vous voyez, quand on est parent, que tout se passe bien à la maison, qu'il y a beaucoup d'amour, et que on voit revenir un jour, un soir, son enfant agressé, enfin blessé. C'est en fait, c'est un gros choc. Et en fait, Adrien ne nous en a parlé que ce soir-là. Il a tout sorti d'un seul bloc. Donc c'est très violent pour des parents. Vous voyez, rétrospectivement, je me souviens qu'Adrien rentrait, qu'il y avait des choses qui avaient disparu ou des choses qui étaient abîmées. Et ça, c'est un signe déjà sur lequel il faut s'interroger. Moi, je pensais qu'Adrien était tellement rêveur que c'est lui qui finalement qui oubliait en fait de rapporter ses affaires, mais pas du tout. Après, je pense que dans le livre que j'ai écrit, vraiment, je donne des clés pour comprendre à travers ce qui est arrivé à Adrien quand même le mécanisme, vous voyez, du harcèlement. Parce que comprendre le mécanisme du harcèlement, c'est déjà pouvoir accéder à des clés pour le déconstruire. Je crois que la compréhension, ça passe par la compréhension du mécanisme. Ça permet aussi de comprendre que des professeurs peuvent le déconstruire aussi à partir de la méthode de la préoccupation partagée et que c'est une méthode qui est déculpabilisante aussi bien pour celui qui est harcelé que celui qui est harceleur parce que des parents peuvent aussi avoir un enfant chez eux qui est harceleur et sans le savoir. Voilà. Donc je- voilà, ce sont des clés qui peuvent peut-être permettre à ces parents d'être plus à même d'aborder ces questions avec leurs enfants, surtout s'ils ont le moindre doute sur ce qu'ils vivent. Euh, Après, quand des parents, en fait, vivent ce harcèlement au quotidien avec leur enfant, je pense aussi qu'il faut qu'ils se fassent aider. Et il y a une association qui s'appelle Marion la main tendue, que j'ai découvert, qui aide, en fait, les parents. Et il faut rappeler aussi qu'à l'époque, le corps enseignant n'était ni sensibilisé à ces sujets, ni formé, donc vous n'avez trouvé aucun appui.
en fait, le corps enseignant à l'époque récuse la réalité du harcèlement et parle d'enfantillage. Et c'est aussi encore plus violent d'abord pour Adrien, parce qu'il n'est pas reconnu dans sa souffrance, mais pour nous, en fait, parents, parce qu'on se retrouve très seul, que dans notre entourage proche, euh, on pense qu'on grossit le trait, on pense qu'Adrien doit faire des efforts. Bref, ni la souffrance d'Adrien, ni je dirais, notre souffrance, par conséquence, aussi n'est reconnue. Et du coup, eh bien, c'est une conséquence, une double conséquence, puisque quand on ne reconnaît pas la souffrance d'une personne, ben, on ne l'aide pas non plus, en fait, à se faire accompagner pour surmonter ce traumatisme. On ne l'aide pas à donner du sens aux événements qu'il a subis, pourquoi il a été harcelé. Je pense qu'Adrien, finalement, ne l'a jamais compris. Et, et donc, en fait, ce qu'il y a de grave, c'est qu'à long terme, bah, ça détruit encore plus en profondeur, quand on n'a pas été accompagné, son estime de soi, sa confiance en soi. Voilà, les conséquences sont dramatiques. Enfin, nous, c'est ce qu'on a vu au niveau d'Adrien, mais seulement on s'en est aperçu, on va dire, on l'a pas réalisé en fait pendant notre, comment dire, pendant qu'on était ensemble, pendant toute sa vie. Je crois que c'est en regardant dans le rétroviseur, en regardant les photos, les vidéos, en écrivant son histoire, que je me suis mis à comprendre à quel point finalement, progressivement, Adrien s'est enfermé dans une carapace rigide, s'est mis à avoir un humour sarcastique, que effectivement à ce moment-là il s'est mis à se trouver laid, qu'il refusait donc d'être pris en photo et même avoir un regard très désabusé sur le monde. Et en écoutant en fait une web conférence, en écoutant le professeur Cyril Tarquinio, je l'ai entendu dire que lorsqu'un enfant est confronté à une violence répétée dont il ne peut s'extraire, le traumatisme va s'enchevêtrer dans sa mémoire biologique et dans sa personnalité et qui va même s'inscrire durablement dans les gènes. Vous voyez, c'est fou parce que ça altère la représentation de soi et que ça peut avoir des conséquences soit à court terme, comme on le voit malheureusement aujourd'hui quand un enfant se suicide après avoir été harcelé, mais même ça peut cheminer et avoir des conséquences graves bien des années plus tard à l'âge adulte. Oui, c'est fou parce que ça s'inscrit au niveau cellulaire et on ne le répétera jamais assez, mais comme vous le disiez tout à l'heure, le corps n'oublie rien. Tout à fait. Et ces dernières années, on voit des enfants vraiment jeunes se suicider, c'est terrifiant. Est-ce que vous conseillez aux parents qui sentent que leur enfant ne va pas bien de parler ouvertement et clairement du suicide avec lui? Oui, bien sûr. C'est très important d'aborder directement en fait le sujet du suicide. Euh, en fait, la plupart du temps, en fait, c'est nous, parents, qui n'osons pas poser des questions aux enfants. Euh, Parce qu'en fait, euh, c'est terriblement anxiogène pour des parents de parler avec un enfant de ses souffrances. On a peur d'être intrusif, on a peur de le blesser. En fait, on veut être positif, hein, on veut le préserver parfois aussi, et on n'ose pas s'approcher assez près de sa souffrance, par peur donc de lui renvoyer en miroir nos propres inquiétudes. Seulement à ce moment-là, eh bien, on les laisse très seuls ou trop seuls, en tout cas avec leurs difficultés, leurs souffrances, qu'on mesure pas d'ailleurs. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être avec l'ère de la technologie, avec l'éloignement géographique qu'on peut avoir aussi avec nos enfants quand ils ont 18 ans, qui partent faire leurs études, euh, eh ben je dirais on est trop éloigné en fait. On n'a plus cette hyper conscience, on n'a plus ces informations sur ce qu'ils vivent.
Et d'ailleurs, donc ça, malheureusement, c'est à la fois positif parce qu'ils prennent leur autonomie et qu'il faut faire confiance, mais en même temps, voilà, c'est une grande difficulté. Voilà. Alors, faut-il aborder la question du suicide frontalement? Bah oui, 1000 fois oui. Et malheureusement, bah, moi, je l'apprendrai seulement après le suicide d'Adrien. Sur la plateforme dite Je suis là, j'apprendrai qu'il est important de poser des questions à une personne en souffrance psychique, et même de lui demander si elle compte se suicider ou comment, pourquoi. Car en fait, contrairement aux idées reçues, cela ne risque pas d'augmenter ses idées suicidaires, mais au contraire, cela va apaiser la personne parce qu'elle va sentir que sa souffrance est entendue et reconnue. Oui, ça c'est vraiment important de le dire, de le redire, de le re-redire. Ce n'est pas parce qu'on parle et qu'on nomme le suicide que ça pousse à l'acte. C'est au contraire, comme vous le disiez, une ouverture de cœur à la souffrance potentielle de son enfant. Et d'ailleurs, il y a un numéro d'appel qui a été créé, hein. Oui, depuis octobre 2021, il y a un numéro d'appel d'urgence qui s'appelle le 3114 et qui permet non seulement aux jeunes, à toute personne d'ailleurs d'appeler, c'est-à-dire aux souffrants, mais aussi aux parents ou aux proches. Parce que les proches peuvent avoir des conseils à ce numéro pour mieux accompagner en fait leur enfant ou leurs proches. Je le rappellerai en fin d'épisode et dans le descriptif bien sûr. Alors Adrien a grandi et est devenu un jeune homme qui s'est épanoui dans de multiples activités. Vous le décrivez très bien, il était hyper exigeant, il se mettait des objectifs très élevés et en fait il vivait des montagnes russes entre des engagements passionnés et des phases de dépression et de désespoir absolu. C'était en fait un état d'équilibre précaire permanent. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que Adrien était en grand écart euh, permanent parce que d'un côté, je pense que son image de soi était très mauvaise, donc il avait peur de ne pas être à la hauteur en fait. D'ailleurs, il disait tout le temps qu'il se trouvait nul, ce que nous, on ne comprenait pas. Et en même temps, il avait des projections et des attentes qui étaient extrêmement élevées. Donc, je pense que c'était très compliqué à vivre et c'est pour ça que j'ai dit dans le livre qu'il est comme un funambule au-dessus du vide, avec la peur permanente de chuter. Et Sophie Poncet, elle, ajoute même que ces enfants, en fait, ont besoin de se confronter au danger en permanence pour se sentir vivants. Euh, alors là, elle fait un petit peu référence aussi à sa naissance, au fait qu'il a souffert. Et elle dit que les sports extrêmes qui attiraient Adrien, comme le saut en chute libre ou le pilotage d'avion, sont une manière de se mettre en danger pour se prouver qu'on est vivant. Donc pour moi, ça faisait partie aussi je dirais des objectifs extrêmes qu'Adrien se fixait, mais comme par exemple la reprise du violon. Euh, Adrien a décidé de reprendre le violon avec comme objectif de rentrer dans un orchestre 2 mois après. Il faut quand même savoir qu'il jouait quand il était petit, même s'il a fait plusieurs années. C'était quand même d'abord très ancien. Et voilà, et c'était pour d'autres jeunes qui avaient la pratique continuelle en fait du violon, ça paraissait quand même un peu extrême, mais il y est arrivé. Euh, voilà, et il a même après joué dans un orchestre peu de temps encore après comme semi-professionnel. Mais pour nous, vu de l'extérieur, euh, ça ressemble quand même un peu à un auto-harcèlement. Oui, c'est comme si ces objectifs, ces défis extrêmes, comme vous dites, ne lui laissaient finalement pas de répit. Et d'ailleurs, ce que je trouve très touchant dans votre livre, c'est qu'on sent vraiment votre pudeur de maman à ne pas vouloir être trop intrusive pour ne pas rajouter aux angoisses d'Adrien et votre souci d'être présente, de bien peser vos mots pour l'accompagner
et d'être là, d'être à la fois là et de le laisser vivre sa vie et libre de ses choix. Oui, en fait, c'est très difficile. D'abord parce que c'est très difficile de trouver la juste distance. Déjà, on a un tempérament. Alors, d'une personne à une autre, d'une maman à une autre, il peut être très différent. Moi, je voulais que mes enfants, c'était très important pour moi, soient autonomes. Mais en même temps, je pense que j'ai quand même une affectivité importante. Donc, j'ai besoin de communiquer. Donc, j'avais lu que les pères, en fait, sont ceux qui défusionnent, en fait, la relation de l'enfant avec la mère. Et donc, je me suis vraiment appliquée à me défusionner avec Adrien, vous voyez. Donc, quand Adrien appelait, par exemple, eh ben, je lui passais très rapidement son père. Voilà, c'est vrai, je m'y appliquais et je pense que c'est important parce que le père a un rôle vraiment essentiel pour aider le jeune à se structurer. Alors Adrien a fait de brillantes études, il est accepté à Supaéro, qui est une école prestigieuse, et là il a des crises d'angoisse qui deviennent insurmontables, et à 21 ans il est admis en clinique psychiatrique. Oui, c'est vrai qu'Adrien en fait faisait les montagnes russes et que il pouvait avoir comment dire, comme il était de tempérament passionné, il avait des rêves, des attentes très élevées, d'excellents résultats et c'était un feu d'artifice de joie incroyable. Mais il pouvait aussi se retrouver dans une détresse extrême et effectivement c'est ce qui lui est arrivé euh, à la fin du premier semestre de deuxième année de Super-Héros, où il a été débordé par des angoisses parce qu'il a eu une mauvaise note. Et c'est vrai que c'est très difficile pour nous, parents, de le comprendre, de le gérer. Et à ce moment-là, il a été interné donc en clinique psychiatrique. Le psychiatre qui nous a accueillis, en fait, a dit à Adrien, en ma présence, à notre arrivée, bonne nouvelle Adrien, ce n'est pas toi qui es malade, mais ta maman. On en a été complètement désarmés, affolés, et je crois que cette remarque a été une véritable maltraitance pour Adrien comme pour moi. Hmm. Vous savez, bon, Adrien avait 21 ans, mais il était jeune adulte. Mais c'est très souvent que les psychiatres, en fait, quand les jeunes sont adultes, excluent les parents. Seulement, ça correspondait pas au désir d'Adrien, parce que il était horriblement mal, il était en situation d'insécurité, il n'arrivait pas à s'exprimer avec ce médecin, en tout cas. Et ce médecin, à ce moment-là, avait décidé de travailler avec Adrien la déconstruction du lien maternel, parce qu'il trouvait qu'Adrien était trop fusionnel avec moi, ce qui était probablement vrai à ce moment-là parce qu'il était en très grande dépression, mais ce qui ne correspondait pas à la réalité. Adrien était déjà parti depuis plusieurs années de la maison, il était extrêmement autonome et ne m'appelait pas du tout souvent en fait. Bref, cette thérapie n'a eu aucun effet positif. Et Adrien, finalement, est ressorti plus mal de cette clinique qu'il n'en est entré. Et d'ailleurs, il n'a eu là-bas aucun traitement antidépresseur. Et j'ai malheureusement su seulement après son suicide que en fait, il avait déjà des idées suicidaires et que c'était noté sur son dossier. Voilà, donc ça, on ne le savait même pas. Et du coup, bah, vous voyez, quand on ne sait pas ce type d'information, quand on est exclu de l'alliance thérapeutique, bah, on n'a aucune information pour finalement accompagner notre enfant, pour le soutenir. Et en plus, bah, l'influence de ce psychiatre a été désastreuse en fait à long terme parce qu'Adrien bah, n'a cessé de vouloir prendre plus de distance par rapport à moi, gérer seul ses crises d'angoisse.
Et moi, j'ai perdu confiance en fait dans ma capacité en fait à accompagner Adrien. Hmm. J'espère que mon livre, quelque part, qui est un témoignage de vie, va permettre quand même malgré tout de d'être un révélateur quand même des conséquences graves en fait pour puisque là il s'agit de la vie euh, d'un enfant en fait. Et je pense que euh, on pourra jamais remplacer en fait le rôle d'une famille euh, qui est essentielle à un moment donné dans la guérison en fait d'un jeune. Je voulais dire aussi que c'est le combat depuis 30 ans de l'association Phare Enfants Parents. Ça, je le savais pas avant. Oui, je donnerai d'ailleurs le contact de l'association en fin d'épisode. Marie, juste pour les personnes qui nous écoutent, j'aimerais préciser que l'alliance thérapeutique concerne les jeunes majeurs, hein, c'est bien ça? Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, quand on est parent d'un mineur, on a le droit de d'assister, enfin en tout cas de, comment dire, vous voyez, moi par exemple pour Adrien, quand il était mineur, Olivier Revol voyait Adrien par exemple une demi-heure, et puis après il nous voyait avec Adrien pendant une demi-heure tous ensemble. Mais dès lors qu'un jeune est majeur, euh, il n'est pas si souvent, les parents ne sont pas souvent autorisés en fait à être informés. Pour autant, il y a des psychiatres qui sont merveilleux et qui le font. Et nous, ça nous est arrivé une fois avec Adrien, lors de sa première dépression. Euh, alors là, il faudrait lire le livre parce que l'histoire est longue, mais on a pu être accompagné une fois par un psychiatre merveilleux qui nous a inclus dans l'alliance thérapeutique. Et ça a d'ailleurs été une chance parce que c'est cette fois-là, ça nous a permis d'aider Adrien à s'en sortir et il s'en est sorti d'ailleurs à ce moment-là. Vous pouvez rappeler ce que c'est finalement cette alliance thérapeutique? L'alliance thérapeutique, c'est un accord mutuel de collaboration entre un thérapeute et son patient qui se fonde notamment sur la confiance. Et que des parents soient exclus de cette alliance thérapeutique euh, peut ne pas sembler tout à fait anormal, puisque l'alliance est uniquement entre le patient et le thérapeute. Est-ce que ça signifie qu'on transmet aux parents des informations du dossier médical? Comment ça se passe? Alors, quand les parents sont inclus dans l'alliance thérapeutique, ils ont à minima des informations sur donc sur la maladie de leur enfant, sur le traitement qui lui est donné, euh, avec des conseils appuyés pour l'accompagner, mais il ne s'agit pas de rentrer dans l'intimité de l'échange du thérapeute euh, avec l'enfant ou avec le jeune adulte. Merci, c'est effectivement plus clair. Alors, quelques années plus tard, Adrien est diplômé de super-héros, il est embauché chez Thales, il est intégré, il a des amis, il vit en colocation, et pourtant, tout a basculé ce week-end de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au cours de ce week-end, en fait, on avait organisé une très grande fête musicale à la campagne. C'était vraiment un moment attendu, un moment vraiment de bonheur. Et Adrien, en fait, vient de faire une deuxième rechute. Donc, c'est la troisième fois qu'il reprend son traitement. Enfin, c'est la troisième fois qu'il prend un traitement antidépresseur et il ne va pas bien du tout. Sauf que faute d'être inclus dans l'alliance thérapeutique, je sais pas grand-chose. Je sais qu'il m'a appelé une semaine avant parce qu'il avait des angoisses. Et puis, quelques jours après, il semblait aller mieux. Il ne m'en a plus parlé. Donc en fait, j'ai pas du tout mesuré en fait la souffrance d'Adrien et je suis passée complètement à côté du degré de gravité de ses souffrances en fait. J'ai même pas entendu alors qu'il me les a essayé de façon indirecte de me dire qu'il avait des idées suicidaires. Je ne l'ai pas compris
Et en plus, j'ai pas osé aborder ouvertement le sujet avec lui. Je n'ai cessé dans la conversation d'essayer de relativiser ses souffrances. J'étais honnêtement très peu disponible puisque j'étais au milieu de la musique, des personnes. Bref, en fait, je n'avais absolument pas compris. Et le lendemain, en fait, je l'ai eu au téléphone parce que j'avais voulu qu'il prenne l'avion. Je savais bien, je sentais, vous voyez, certaines choses, mais sans les comprendre. Je lui avais pris un billet d'avion parce que je voyais bien qu'il était fatigué et je voulais pas que ce trajet entre Toulouse et chez nous, qui était très long, voilà, le fatigue encore plus. Et donc je l'appelle quelques instants avant que il embarque. Je lui demande s'il a bien passé en fait la sécurité à l'aéroport. Et il me répond juste, c'est trop tard, et il raccroche, et il y a énormément de colère dans sa voix. Et là, je comprends pas sa réponse. Mais il faut bien imaginer que c'est trop tard englobe beaucoup, beaucoup de choses, et ça sera très culpabilisant pour moi après de comprendre ce c'est trop tard. Hmm. Et quand vous dites que vous n'avez pas mesuré la souffrance d'Adrien, quand vous allez le chercher à la gare et que vous passez 80 kilomètres en tête à tête avec lui dans la voiture pour l'emmener à la fête, il est exalté, il est Oui, enthousiaste. Donc ça montre cette difficulté à décoder la détresse entre ces mots. oui. C'est très compliqué parce que la veille, le 20 juillet, Adrien, pendant ce trajet, me parle avec passion de tout ce qu'il fait chez Thalès, ne laisse filtrer aucune émotion. Et le lendemain, au contraire, il y a comme un gros sac qui est déposé, mais au plus mauvais moment, un moment où je ne suis pas capable d'être disponible et de l'entendre. Donc oui, c'est très difficile de discerner en fait qu'il y a un appel à l'aide. Et je pense en fait que quelque part, les émotions sont presque congelées à ce moment-là. Quand Adrien me parle, il y a plus finalement par moment de l'expression de la souffrance, mais en filigrane. Vous voyez, c'est Hmm. pas exprimé de façon si claire en fait. Donc vous le disiez, Adrien rentre en avion à Toulouse et le 24 juillet, il se suicide. Là, il me semble important d'aborder un sujet qui est celui de l'annonce du décès faite par les policiers à votre fille présente à votre domicile. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est un moment de très violent parce qu'en fait les policiers comment dire, ne ménagent pas leurs mots. D'emblée, ils disent à notre fille qu'Adrien est décédé. Et heureusement, elle n'est pas toute seule. Ce jour-là, elle est avec une amie. Et pour une jeune fille qui a une vingtaine d'années, c'est un tsunami. Ce que je trouve de difficile, c'est que, enfin, euh, les policiers sont pas formés en fait, vous voyez. Ah, je ne le savais pas. Et je pense qu'il faudrait que les policiers soient formés pour une telle annonce. Euh, D'autant que ils ont demandé à appeler. Alors, ça s'est passé en plusieurs temps. Je peux pas rentrer dans le détail, mais pour mon mari, en tout cas, il a été, il a, ils l'ont appelé à son bureau et en fait, ils lui ont fait très peur. Ils lui ont dit qu'il fallait qu'il rentre immédiatement, que c'était très grave et qu'ils étaient avec sa fille. Si bien que mon mari, en fait, a failli avoir un accident, en fait, hein, au volant de sa voiture en rentrant, et qu'il a eu le temps de tout imaginer. Donc, vous voyez, là, ça aussi, c'est pas simple. Ce qui est pas simple, c'est que d'un côté, les policiers doivent mener une enquête. Ils doivent essayer de comprendre si la famille a un lien avec le suicide. Et de l'autre, ils doivent annoncer, en fait, le suicide. Donc, je crois que je connais pas de parents qui ont vécu cette situation sans la trouver très violente. Vous, c'est votre époux qui vous a informé du décès d'Adrien? Alors oui, c'est mon époux qui m'a appelé. Il m'a juste dit c'est Adrien, mais en fait j'ai compris. J'ai tout de suite compris. Et dans ce cas-là,
vous savez, c'est comme si le temps s'arrête, Hmm. ou alors il reste suspendu. Et, euh, et moi, à ce moment-là, j'ai été complètement coupée en deux, complètement hors sol, euh, entre ciel et terre. En fait, on entre dans une sidération totale. euh, et, et en fait, on entre après, bien sûr, dans une phase de culpabilité. Vous voyez, il y a très violente parce qu'on se pose 36 000 questions. Euh, et notamment, comment un jeune homme qui avait tout pour être heureux, qui avait réalisé tous ses rêves, à l'avenir si prometteur, qui est si calme, qui est si réfléchi, si intelligent, a pu commettre un acte aussi grave. Et là, il y a une sorte de cheminement qui se met en route dans votre cerveau, c'est-à-dire un besoin de comprendre, mais qui ne s'interrompt pas, une sorte de harcèlement. Et c'est pour ça aussi que j'ai mené une sorte d'enquête. Alors, certains diront que c'est complètement fou parce que on n'arrive jamais complètement à comprendre toutes les raisons. Moi, j'étais habitée, oui, de cette forme de folie, de vouloir comprendre, de remonter le temps, d'interroger tous les amis d'Adrien, les cousins, les professeurs, tous ceux qui l'ont connu aux différentes étapes de sa vie, pour essayer d'assembler les pièces du puzzle de sa vie, et avoir en fait une vision un petit peu, si vous voulez, plus globale. Et je crois qu'en fait, c'est cette vision globale qui m'a permis de comprendre que les vulnérabilités en fait d'un jeune un jeune qui se suicide a des vulnérabilités. Les proches disent on n'a rien vu venir et c'est vrai, parce qu'il y a une relation vraiment affective qui prend le dessus. Mais ceux qui sont peut-être un peu plus éloignés, eux, ont des indices qui nous livrent et qui montrent qu'il y a des vulnérabilités qui existent en fait depuis le départ. Voilà. Alors la difficulté, c'est de savoir est-ce que ces vulnérabilités étaient d'ordre biologique, neurobiologique. En l'occurrence, pour Adrien, pourquoi est-ce qu'il a fait plusieurs dépressions que lui-même ne comprenait pas, alors que finalement il allait très bien, il allait quand même bien par ailleurs. Est-ce que c'est un déficit en sérotonine ou est-ce que ces vulnérabilités ont d'autres explications qui sont dues effectivement à sa différence, son profil HPI, à son hypersensibilité, au traumatisme qu'il a subi du harcèlement, voilà. Et moi, le livre que j'ai écrit, bah, en fait, ne répond pas complètement à toutes ces questions, mais fait un état des lieux qui peut-être, je me dis que peut-être ça peut aider d'autres parents qui sont encore en chemin avec leur enfant, en tout cas à se poser peut-être les bonnes questions. Écrire vous a énormément aidé dans votre deuil. Qu'est-ce que ça a permis? Ça m'a permis de ne pas rester bloquée dans le traumatisme du suicide. Ça m'a permis de me remémorer finalement un premier deuil aussi que j'ai vécu quand mon frère Daniel est décédé. Et alors j'ai vécu. Alors on parle, vous savez, Christophe Fauré parle de d'expérience imminente de mort. Moi, j'ai eu l'impression de vivre une expérience absolument incroyable. Parce que le jour des funérailles de mon frère, même si on peut pas mettre de mots sur cette expérience, j'ai vraiment eu l'impression d'être transportée au ciel, de vivre une expérience de joie et d'amour parfaite. Et je pense que c'est ça qui m'a... J'ai cheminé avec ça pendant toute ma vie, pendant 40 ans en tout cas, et ça m'a permis en fait, je pense, ça m'a aidé à surmonter le deuil d'Adrien et à comprendre en fait que notre séparation n'est que temporaire, à ne pas avoir peur de la mort et à sentir qu'il est là encore, qu'il m'accompagne autrement et notamment qu'il m'a accompagné pour écrire ce livre. Waouh, ça a dû effectivement être très soutenant comme expérience et comme empreinte laissée en vous. En parlant de présence d'ailleurs,
Vous dites qu'en revisitant ce parcours de vie commun avec Adrien et en interrogeant d'autres personnes qui ont fait partie de sa vie, vous dites très joliment que ça a été l'occasion de rencontrer votre fils à nouveau en découvrant d'autres aspects de sa personnalité, de sa vie, et que l'enquête que vous avez menée vous a permis de renouer avec un Adrien plus complet quelque part. Oui, et en plus, je dirais que ce qu'il y a d'incroyable, hein, après avoir écrit ce livre, c'est que je me rends compte qu'Adrien était un jeune homme merveilleux, enfin, un enfant et un jeune homme merveilleux, mais qui ne le savait pas. Et c'est ça qui, pour moi, paraît inimaginable. Et en fait, sa vie, en fait, elle a été très belle, parce qu'en fait, il s'est réalisé dans de nombreux domaines. Il a réalisé ses rêves. Il est rentré à super-héros. Il a piloté des avions. Il a joué dans un orchestre comme semi-professionnel. Et il a même développé un brevet pour Thales, afin de permettre à des drones de suivre la trajectoire parfaite d'un avion de chasse. Voilà. Alors, il faut imaginer que la vie avec Adrien, c'était un très beau voyage. Hmm. C'est le plus grand enseignement que vous tirez de votre rencontre de ces 25 années de vie commune? Oui, tout à fait. Et l'autre leçon, je dirais, de vie avec Adrien, bah, c'est que oui, je suis passée à côté de malheureusement beaucoup de choses au niveau de sa souffrance, et je me rends compte que on parlait jamais de suicide, de dépression autour de moi, que ce sont des sujets tabous, et qu'il est important de faire sauter ces tabous. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, j'ai manqué d'informations pour comprendre finalement quels sont les différents types, par exemple, de dépression, comment on les accompagne, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas, et surtout, je pense qu'il est urgent de sortir du stéréotype que les suicidaires sont fous, parce qu'en fait, cela les isole encore plus. Euh, et cela les décourage de se faire aider. Vous savez, Adrien, une des dernières paroles qu'il m'a dites, c'était: je ne comprends pas pourquoi j'ai des angoisses, donc c'est que je suis fou. Et donc, aussi également mieux comprendre ce qu'est une crise suicidaire, ses racines, bah, ça permet de mieux accompagner des jeunes en souffrance. Je crois que quand on est informé, en fait, on comprend mieux qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il peut y avoir une issue. Donc ça, c'est vraiment, moi, le message que je voudrais transmettre aujourd'hui, un message d'espérance pour voilà, toutes les familles qui accompagnent des jeunes, et il y en a beaucoup en ce moment, qui sont en souffrance. Il n'y a pas de fatalité. Il faut s'informer pour bien accompagner en fait ces jeunes. Merci beaucoup pour votre message et pour votre témoignage. J'espère qu'il participera à faire bouger les lignes et à favoriser le dialogue et l'écoute entre parents et enfants en souffrance. Et je retiens cette phrase dans laquelle vous dites que ce livre est écrit pour que tous ces jeunes qui sont des êtres sensibles choisissent la vie. Et c'est vraiment ça votre cri du cœur. Merci encore. C'est ça, c'est exactement ça. Merci Gaëlle, merci beaucoup de m'avoir reçu. Pour terminer cet épisode, je vous rappelle le numéro national de prévention du suicide qui est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui est le 3114. Et comme le disait mon invité, c'est un numéro à la fois pour les personnes en souffrance ayant des pensées suicidaires, mais aussi pour les personnes qui s'inquiètent pour leur enfant, pour un proche, et également pour apporter du soutien et une écoute aux personnes endeuillées après suicide. Vous pouvez retrouver de l'information sur la plateforme nationale dite je suis là.fr, qui est une plateforme de prévention du suicide pour le grand public et qui permet à chacun et chacune de devenir aidant et de savoir comment agir face à un proche en crise suicidaire. Marie de Joret-Guibéry nous a également parlé de l'association Phare Enfants Parents, dont le site internet est www.phare.org. Et j'en profite pour vous dire que je recevrai dans le prochain épisode du podcast, donc dans l'épisode 25, Cécile Rousset,
qui est également une maman endeuillée et qui est devenue membre du bureau de l'association. Donc nous parlerons ensemble plus en détail des actions de Phare Enfants Parents, tant au niveau de la prévention du mal-être des jeunes que de la postvention. Et puis je vous rappelle aussi l'association Marion la main tendue, dont les objectifs sont de détecter, comprendre et prévenir le harcèlement scolaire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.marionlamaintendue.com. Voilà, j'espère que ces ressources pourront vous être utiles ou que vous pourrez les transmettre et les communiquer aux personnes qui pourraient en avoir besoin. À bientôt! Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt!